Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent maintenant. En tout cas, c'est la troisième partie avec Territoire Sénat, l'actualité parlementaire et politique avec les titres de cette actualité ce matin. Saveria. Bonjour à tous. Un match France-Brésil, c'est l'affiche des huitièmes de finale du mondial que les Bleus disputeront dimanche. Un mondial dont l'engouement ne se dément pas et pourtant le milieu du foot tarde à reconnaître la place des femmes dans ce sport. Nous en parlerons avec la présidente de la délégation aux droits des femmes, la sénatrice Annick Billon. Députés et sénateurs sont parvenus à un accord sur la réforme de la santé, un texte qui prévoit notamment la fin du numerus clausus pour les étudiants en médecine dès 2020. Et puis nous irons au salon du Bourget, l'aéronautique, un secteur florissant sur le plan économique. 200 000 personnes travaillent en France dans ce domaine. En revanche, l'industrie a du mal à recruter. Reportage à suivre. Un match France-Brésil, c'est l'affiche des huitièmes de finale du mondial que les Bleus vont disputer dimanche. Un mondial dont l'engouement ne se dément pas. Et pourtant, le foot français tarde à reconnaître la place des femmes dans ce sport. Reportage Samia Dechir et Alizé Boissin. Avec une Coupe du Monde à domicile, l'attention médiatique se focalise pour une fois sur elle. Et pourtant, le 30 mai dernier, à quelques jours de la compétition, les Bleus sont priés de laisser leur chambre de Clairefontaine à leurs homologues masculins qui préparent un match amical. Épisode symbolique de ce football français qui tarde à reconnaître la place croissante des femmes dans ce sport trop longtemps considéré comme masculin. Au Sénat, la délégation aux droits des femmes a saisi l'occasion de cette Coupe du Monde pour publier un rapport et surtout des recommandations, à commencer par la création d'un statut professionnel qui n'existe toujours pas pour les joueuses de haut niveau. Même quand elles sont à plein temps à faire du football et quand elles ont une qualité de football qui s'apparente au football professionnel, elles ont un statut amateur. Donc à l'évidence, il faut changer ça et rattacher notamment le championnat féminin à la Ligue de football professionnel. Ça, c'est une des préconisations de notre rapport. Pour créer des vocations chez les filles, il faudrait aussi qu'elles trouvent des clubs où jouer. Et il leur faut parfois aller loin de chez elles. Sur plus de 14 000 clubs en France, seuls 3 000 ont au moins une équipe féminine. Il faut que dans les clubs, qu'il y ait cette volonté réelle de mettre à disposition des espaces, un timing, des équipements pour permettre à la fois aux garçons et aux filles de pratiquer le sport. Dans notre rapport, nous voulons vraiment que les filles soient prises en compte exactement comme on prend en compte les garçons. Cela passe aussi par l'initiation au football en milieu scolaire, que la délégation aux droits des femmes veut rendre systématique pour les filles et les garçons. Députés et sénateurs sont parvenus à un accord sur la réforme de la santé, un texte qui prévoit la fin du numerus clausus dès 2020. Les sénateurs ont réussi à conserver dans le texte l'un de leurs principaux apports, à savoir la professionnalisation de la dernière année d'internat dans les zones sous-dotées en professionnels de santé. Et puis un tout autre sujet maintenant, à quand une cybersécurité européenne? Les sénateurs en ont débattu hier avec leurs homologues polonais et allemands et tous s'accordent sur un point. En matière de souveraineté numérique et de cybersécurité, les actions se doivent être européennes. Reportage Cécile Sixou. Il existe une guerre qui ne se voit pas, celle qui se passe sur le web. Entreprises, collectivités, États, militaires sont quotidiennement menacés par des cyberattaques, aux conséquences parfois douloureuses comme le chômage technique, la perte ou le vol de données. Pour le sénateur Jean-Marie Bockel, nous sommes en France, bien préparés pour y faire face. Aujourd'hui, la France est beaucoup mieux préparée qu'elle ne l'était il y a une dizaine d'années. On est aujourd'hui dans le peloton de tête, mais il ne faut jamais se reposer. Il faut constamment se remettre en question pour pouvoir faire face. Si la France est dans le peloton de tête, ce n'est pas le cas de tous les pays européens. Toute la difficulté, c'est que tout le monde n'est pas au même niveau. Or, c'est parfois l'État qui n'a pas de défense, qui peut être celui qui va être utilisé pour venir nous attaquer. Donc aujourd'hui, il n'y a pas d'autre alternative à une réflexion commune, européenne, et à apporter une réponse commune. Pour le sénateur Philippe Bonnecarrère, l'enjeu n'est plus seulement législatif, il est aussi sociétal. C'est vraiment pour moi un effet de génération. C'est comment, très tôt, on crée cette idée que c'est bien de savoir utiliser techniquement
l'outil numérique, mais si on sait l'utiliser techniquement, il faut également savoir l'utiliser en termes de sécurité. C'est pour ça que c'est vraiment un challenge pour l'ensemble de la société française. Pour le moment, 2 réglementations majeures protègent les entreprises, les administrations et les citoyens. La RGPD, le règlement pour la protection des données personnelles, et la directive Network and Information au niveau européen. Voilà, dans un instant, le face-à-face politique. Annick Billon, sénatrice centriste, est notre invitée. Bonjour Annick Billon, vous êtes présidente centriste de la délégation des droits des femmes et sénatrice de la Vendée. Bonjour. Bonjour Annick Billon. On va parler avec vous de cette Coupe du Monde féminine de foot en France. Les matchs sont très suivis, il y a un véritable engouement pour ce mondial. Sincèrement, est-ce que vous attendiez un tel succès ? Alors, on l'a senti venir au fur et à mesure de nos réunions. Quelque part au départ, on a imaginé que ce sujet, on devait s'inscrire dans cette actualité en tant que délégation aux droits des femmes. Mais au fur et à mesure des auditions, on a vu que le sujet intéressait. Lorsqu'on a fait des déplacements, notamment en Vendée et au Paris Football Club à Orly, on a bien senti que les joueuses, elles portaient quelque chose, elles étaient motivées et que ça se ressentait aussi dans les territoires. Mais comment vous l'analysez, ce succès, cet engouement ? Eh bien parce que les joueuses de football, elles ont du talent et qu'elles gagnent des matchs et que la pratique du foot féminin était globalement assez méconnue. Alors on va en parler. Et aujourd'hui, le fait d'avoir la Coupe du Monde en France, eh bien, ça donne une visibilité à des footballeuses professionnelles qui rayonnent sur toute la France et dans le monde. Et pourtant, justement, on l'a vu dans notre reportage, le foot féminin manque de reconnaissance dans le milieu. Vous avez produit justement, vous, la délégation aux droits des femmes, un rapport sur cette question. Qu'est-ce que vous recommandez dans ce rapport, justement ? Il y a déjà les footballeuses féminines, elles ne le réclament pas forcément, mais elles dépendent de la pratique amateur. Pour un véritable football féminin professionnel, il va falloir, à un moment donné, que ces footballeuses professionnelles dépendent de la ligue professionnelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de statut, vous voulez dire, pour les femmes ? Mais il n'y a pas le même statut, surtout que pour les hommes. Donc, dans la mesure où elles ont un statut pratique amateur, elles vivent leur pratique du football professionnel totalement différemment que la pratique des hommes, puisqu'elles cumulent très souvent et systématiquement un travail à côté de leur pratique professionnelle. Ce qui est aussi un enrichissement et ce qui est aussi une ouverture sur le monde différente de la pratique des hommes. Je voudrais vous citer une phrase d'Alain Finkielkraut. C'était 2 jours avant l'ouverture de la Coupe du Monde féminine de foot. Alain Finkielkraut qui a déclaré « Ça ne me passionne pas. Ce n'est pas comme ça que j'ai envie de voir les femmes ». Vous lui répondez quoi ? Alors, je lui réponds déjà que je ne sais pas comment il a envie de voir les femmes, derrière un évier, en porte-jartel, je ne sais pas. Par contre, moi, je pense qu'il rend service finalement en tenant de tels propos, puisque avec de tels propos, on parle du football féminin, ça fait parler, et on parle de pratiques sportives féminines. Et pour moi, c'est l'essentiel. Donc, j'accorde en réalité très peu d'importance à ce type de propos qui sont assez caricaturaux et qui ne reflètent pas véritablement ce qu'on entend sur le football féminin. Est-ce que ce succès, cet engouement pour le mondial féminin, c'est aussi encourageant pour les autres sports féminins ? C'est encourageant et c'est pour ça que nous, la délégation, on s'est intéressé sur ce sujet parce que les nombres de licenciés femmes dans tous les clubs sportifs a augmenté. Bien entendu dans le foot, mais aussi ailleurs. Donc c'est encourageant pour la place des femmes en général, dans le sport, mais dans la société aussi. Annick Billon, le prochain grand événement sportif, ce sera bien sûr les JO, les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. De quelle façon on peut, là aussi, promouvoir la place des femmes dans les Jeux ? Ça va être un sujet majeur, les Jeux Olympiques en France, parce qu'il y a une charte olympique déjà. Il va falloir qu'elle soit respectée. On le voit avec les équipes de football qui ont réussi à se qualifier pour la Coupe du Monde. La charte olympique sera respectée, mais les Jeux olympiques, ça va être une autre affaire. J'espère que la France va être en capacité de faire respecter cette charte olympique et donc qu'il n'y ait pas de distinction
entre les hommes et les femmes et de distinction. Vous avez compris le message, j'imagine, qui ressort de mes propos. Absolument. On va parler maintenant d'un tout autre sujet, beaucoup plus politique. Le Sénat qui examine en ce moment la réforme de la fonction publique. Vous avez fait passer un amendement qui accordera aux salariés de la fonction publique de bénéficier d'1 heure par jour non rémunérée pour allaiter leur enfant. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Est-ce que ce n'est pas d'une certaine façon stigmatisant pour les femmes? Non, en réalité, cet amendement qui a été adopté par la commission des lois avant le passage en séance vise à aligner ce qui est possible dans le privé pour la fonction publique. Donc, ça existe déjà pour les salariés du privé. Tout à fait. Donc aujourd'hui, il est nécessaire que toutes les femmes aient accès aux mêmes droits, qu'elles soient de la fonction publique ou dans le privé. Donc pour ma part, je ne vois pas en quoi ça stigmatise. Les femmes peuvent allaiter si elles le souhaitent. Je ne suis pas une hystérique de l'allaitement. Mais par contre, j'estime que si une femme souhaite allaiter, que son employeur doit lui faciliter les conditions d'allaitement. C'est juste une égalité d'accès à l'allaitement. Y compris quand son employeur est l'État français. Tout à fait. Vous avez organisé hier une grande table ronde sur les enjeux du prochain G7 qui va se tenir à Biarritz fin août. Quelle dynamique mondiale en faveur de l'égalité femmes-hommes et des droits des femmes? De quoi s'agit-il? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors cette table ronde a été vraiment un moment fort de la délégation. Il y avait l'ambassadrice du Canada, Isabelle Hudon, qui nous a relaté dans un premier temps la manière dont le Canada a présidé ce sommet des États des membres du G7. Pardon, le matin c'est tôt, on a fini tard hier la séance. Et clairement, le Canada a impulsé une dynamique pour l'égalité homme-femme lors de sa présidence, très importante, avec une volonté politique affichée et des mesures importantes. Mais de quelle façon? Comment, justement, quelles sont ces mesures concrètes pour promouvoir l'égalité femmes-hommes dans le G7? Alors, moi, ce que j'ai vu hier et ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a une volonté politique. Il y a des mesures avec un comité qui travaille actuellement sur les mesures. Certains membres étaient présents hier à la table ronde. Hélas, leurs conclusions sont sous embargo puisque ce sont les présidents des États membres qui auront la primeur des conclusions. D'ores et déjà, ce qu'on sait, c'est qu'il y aura 120 millions d'euros de consacrés pour l'égalité homme-femme. Pour ma part, c'est une bonne chose. C'est-à-dire que tous les pays se sont engagés sur cette somme-là? Il y aura cette somme-là d'engagés. Par contre, moi, ce que je voudrais savoir, c'est à un moment, on donne de l'argent, comment il est utilisé et quel retour on a. Parce que ces 120 millions, ça peut être une bonne chose, mais s'il n'y a pas la volonté politique, s'il n'y a pas l'application des lois, on l'a vu hier, l'égalité homme-femme ne progresse pas. Donc il ne suffit pas de donner de l'argent, il faut aussi la mise en application des lois. Et je faisais référence, par exemple, hier matin, à la QPC, la question prioritaire de constitutionnalité sur la prostitution. On le voit, il y a une loi pour lutter contre le système prostitutionnel. Son application est difficile et assez variable dans les départements. Donc la volonté politique n'est pas forcément suivie et les moyens ne sont pas non plus donnés au territoire. Très rapidement, vous proposez des pistes de réflexion, une méthode justement pour promouvoir l'égalité femmes-hommes? Alors la méthode, elle va être différente selon les pays dans lesquels on va se trouver. Bien entendu, les pays nord-africains nécessitent des moyens considérables pour la formation, mais on l'a vu aussi, un sujet majeur pour ces pays, c'est aussi le fait que beaucoup de jeunes filles naissent sans identité, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas déclarées. Donc comment voulez-vous, derrière, que les États assurent leur formation, leur éducation? Vaste sujet, Annick merci. Billon, sénatrice de la Vendée, un sujet plus léger, un bel été en Vendée, notamment pour ce qu'on appelle l'hôtellerie de plein air. Je rappelle 360 campings, 55 000 emplacements. La Vendée est le leader sur le plan national. Qu'est-ce que vous conseilleriez aux téléspectateurs qui nous regardent, qui vont prendre des vacances assez bientôt, de faire en Vendée? Alors écoutez, d'abord, moi je suis élue au Sable d'Olonne, donc je leur conseille vivement de venir au Sable d'Olonne. Ce week-end, il y a encore un événement, il y a eu plusieurs événements qui se sont succédés. Et bien entendu, il y a eu le Vendée Air Show récemment. Il y a eu également la Vendéva, la Polynésie au Sable d'Olonne. Et il y aura ce week-end un événement caritatif copié sur le département de mon collègue Loïc Hervé,
qui a glissé en cœur dans son territoire. Et nous, ce week-end, il va y avoir 24 heures de rame avec Vendée Cœur pour un événement caritatif. Vous vendez bien la Vendée. Il n'y a pas que ça, bien entendu. Il y a le bocage, les marais et le Puy du Fou. On ne peut pas parler de la Vendée aujourd'hui sans parler du Puy du Fou, qui est l'un des plus grands parcs nationaux. Et 55 000 emplacements pour dormir en Vendée. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci Annick Billon. Et merci à vous. Direction maintenant le salon du Bourget. L'aéronautique est un secteur florissant sur le plan économique. 200 000 personnes travaillent en France dans ce domaine. En revanche, l'industrie a du mal à recruter, en particulier de la main-d'œuvre qualifiée. C'est un reportage d'Adrien Develay. Le Rafale, fleuron de l'industrie aéronautique française. En visite au salon du Bourget, la délégation aux entreprises du Sénat aussi reste bouche bée. Impressionnant et magnifique. Civil ou militaire, avec des commandes en augmentation, la filière française se porte bien. C'est le premier poste à l'export. Donc c'est vraiment majeur en termes de poids économique et également pour l'emploi. 12% des exportations françaises, 195 000 emplois directs, 350 000 en comptant les sous-traitants. L'industrie aérospatiale recrute et pourtant elle peine à trouver de la main-d'œuvre qualifiée. C'est plutôt au niveau technicien, opérateurs qualifiés, en ajustage, en câblage, en mécanicien aéronautique, à la fois pour la fabrication des pièces et la réparation des pièces, où on a besoin de compétences. La filière, en pleine expansion, propose 22 000 emplois en 2019, un chiffre qui devrait encore augmenter dans la prochaine décennie. Donc il faut bien montrer aux jeunes ces métiers. Il faut aller aussi les chercher, je pense, dans les CFA, discuter avec les CFA dans les régions, de manière à former cette nouvelle génération. Malgré tout, la filière reste confiante. En 2019, les géants français ont le vent en poupe et misent beaucoup sur les parlementaires pour faciliter les innovations. Qui dit secteur novateur dit obligatoirement la nécessité de faire adapter les réglementations, de permettre les expérimentations aussi, mais surtout de permettre la fiabilisation de l'ensemble des dispositions, des technologies nouvelles. En 2015, les exportations aéronautiques représentaient 3,2% du PIB français, un record mondial. Voilà, retour au Sénat et à l'agenda, ce qui va se passer la semaine prochaine. Voilà, les temps forts de la semaine prochaine, mardi dès 14h30. Il faudra suivre, bien sûr, la suite de l'examen du projet de loi sur la réforme de la fonction publique. Les sénateurs ont notamment validé cette semaine une des mesures phares du texte, le recours accru aux contractuels. Et puis toujours mardi à 16h45, la séance de questions d'actualité au gouvernement. Et puis jeudi à 11h30, Hervé Maurey, le président de la mission d'information sur la sécurité des ponts, présentera ses conclusions. À la suite de l'effondrement du pont de Gênes, le Sénat a mis en place une mission sur la sécurité des ponts. Dans son rapport, les sénateurs dressent plusieurs constats inquiétants. Ils proposent des solutions pour y remédier. Voilà, on passe tout de suite à l'œil 2, c'est celui de Quentin Calmet. Ce matin, il va s'agir de tweets, à mon avis. Il arrive en courant. Bonjour Cyril Viguier. Bonjour, comment allez-vous? Ravi de vous retrouver. Moi aussi. Ça bonjour Saveria. Exactement. Ouais. Comme chaque vendredi, on va revenir avec vous sur les faits marquants de la semaine au travers des tweets des sénateurs. Et on commence par le cannabis dont on a beaucoup parlé cette semaine sur les réseaux sociaux. Tout à fait, puisque le Conseil d'analyse économique a effectivement rendu ce rapport effectivement sur une légalisation encadrée du cannabis avec à la clé 2,8 milliards de nouvelles taxes qui pourraient être récoltées grâce à cette légalisation. Ça a fait réagir sur les réseaux sociaux car effectivement, on a demandé pourquoi est-ce que le Parlement ne s'emparait pas de cette question, ne débattait pas sur cette question. Certains sénateurs ont rappelé que ça avait été le cas, comme Esther Benbassa qui a dit qu'effectivement elle avait déposé, elle, une proposition de loi en ce sens il y a déjà 5 ans, où à l'époque tous ou presque jugeaient l'idée au mieux farfelue, au pire irresponsable et dangereuse, a raconté la sénatrice écologiste. Elle dit aussi, ces censeurs d'hier vont-ils en devenir aujourd'hui les promoteurs enthousiastes? Oui, et c'est tant mieux, ça valait la peine de se battre et on va continuer. Mais il y a 5 ans, ce qu'oublie de dire Esther Benbassa, c'est que la PPL avait été largement rejetée. La légalisation du cannabis, les LR n'en voulaient pas. Ils l'ont rappelé sur Twitter. Regardez ce qu'a pu écrire François Grosdidier. Il a dit légalisation du cannabis, c'est prendre le contre-pied de toutes les politiques de sécurité routière,
faire de médecine préventive et de réussite éducative et provoquer les transferts des trafics lucratifs vers les drogues dures. Il faut les combattre et les extirper, pas s'en accommoder. Et donc, on le voit avec ce débat qui peut revenir au Parlement. On en a même eu encore un autre débat sur le cannabis thérapeutique. C'était le 28 mai dernier. Effectivement, les sénateurs en avaient débattu. Ils étaient assez nombreux à être d'accord avec cette version du cannabis thérapeutique. Autre sujet qui a beaucoup fait réagir cette semaine, la mobilisation pour Aéroports de Paris contre la privatisation d'Aéroports de Paris, car le recueil des signatures pour le référendum a commencé. Voilà, référendum ADP, c'est parti, point d'exclamation, hein, c'est ce qu'on a pu lire sur les messages des sénateurs communistes. C'est eux qui sont parmi les plus mobilisés sur les réseaux sociaux. Ça fait plusieurs semaines qu'on vous en parle. Ils ont lancé un hashtag, ils ont effectivement partagé des petites vidéos où on peut voir les sénateurs se mettre en scène pour apporter son soutien à cette demande de référendum, car il y a énormément de signatures à recueillir et il le rappelle, 4 717 396 signatures très précisément, Séveria. Colossal. Et pour lancer ce recueil de signatures, droite et gauche étaient réunis cette semaine à Saint-Denis pour un meeting. Voilà, et comme l'a raconté la sénatrice communiste Marie-Noëlle Lienemann, ou en tout cas apparentée communiste, eh bien ils étaient tous rassemblés, parlementaires de l'opposition, syndicalistes ADP, pour effectivement un grand meeting à Saint-Denis pour le lancement de cette collecte des signatures pour lancer ce référendum contre la privatisation d'ADP. Dans la salle, il y avait effectivement des parlementaires de gauche comme Rachid Temal qui a pris la parole et qui a expliqué qu'il était le régional de l'État. On a pu le voir dans le message. Il dit puisque la plateforme aéroportuaire de Roissy, c'est le premier employeur du Val d'Oise. Et donc comme cela, dans la salle, il y avait effectivement des parlementaires LR comme Gilles Carrez ou France Insoumise comme Éric Coquerel. Comme cela, un arc républicain sur le sujet, comme disent les opposants à la privatisation. Cet arc républicain, il s'est aussi vu sur Twitter avec des sénateurs LR qui se sont mis en scène. Vous allez voir, c'est assez amusant, en train de signer numériquement pour un référendum d'initiative partagée contre le projet de privatisation de l'aéroport de Paris. Et voyez, les sénateurs qui disent « c'est ouvert, je viens de le signer, je vous invite tous à faire de même pour exiger un référendum ADP ». Et puis avec le lien, il suffit de se rendre sur, et voilà le lien qui est juste en dessous. Mais donc pour l'heure, au dernier compteur, Saveria, 235 832 signatures ont été collectées, soit 5% du total. Vous voyez, il y a aussi ce lien qui a été tweeté par de nombreux parlementaires, c'est sur le site adprip.fr, et effectivement ce compteur est mis à jour régulièrement pour suivre la collecte des signatures. Affaire à suivre donc, Quentin. Merci beaucoup pour cet éclairage. Merci beaucoup, Quentin. Merci Quentin. Avec Calmez plaisir, pas de tweet de Donald Trump cette semaine. Sur ADP, non. Merci à vous. On passe aux unes de la presse quotidienne régionale. Voilà la une de Libération Champagne pour démarrer. Ce sont les impôts qui reviennent en campagne. Les impôts se réorganisent pour retrouver le chemin de la campagne. Le gouvernement projette l'ouverture de points d'accueil de proximité plus nombreux. Objectif, remettre du service public en zone rurale. Mais attention, il ne s'agit pas de créer de nouveaux postes, plutôt de redéployer les effectifs. Ces accueils de proximité pourront être hébergés dans les futures maisons France Service, dont la création en zone rurale a été annoncée récemment par le gouvernement. Et puis l'écho de la Haute-Vienne, c'est le fret ferroviaire qui va mal. Les cheminots de la CGT craignent la fin de leur activité. Ils manifestaient hier devant le ministère des Transports. Plus de 200 personnes ont exigé la sauvegarde de la ligne entre Perpignan et Rungis, le fameux train des primeurs. Les syndicats craignent que la suppression de cette ligne préfigure la fin pure et simple du fret SNCF. Cette ligne transporte chaque année plus de 400 000 tonnes de fruits et de légumes vers le marché de Rungis. Voilà, il s'agit maintenant de la une de la presse de la Manche. Encore 2 années de retard pour l'EPR. C'est le scénario du pire pour EDF. Hier, l'autorité de sûreté nucléaire avertit que l'électricien doit refaire 8 soudures qui sont situées à l'intérieur du réacteur de Flamanville. Résultat, le réacteur ne démarrera pas au mieux avant 2022. Commencé en 2007, le chantier devait s'achever en 2012 et coûter 3,5 milliards d'euros. Avec ce nouveau retard, le coût de 11 milliards d'euros devrait être revu à la hausse. C'est une décision qui pourrait également avoir une autre conséquence, c'est de retarder la fermeture des centrales à charbon françaises qui normalement devraient cesser leur activité en 2022. À la une de Nord-Éclair, c'est l'île qu'il ne sera
donc pas la capitale verte européenne comme il le souhaitait. Avec Strasbourg et Lahti en Finlande, Lille faisait partie des 3 villes finalistes pour le titre de capitale verte européenne en 2021. Finalement, le titre incombe à la ville finlandaise de Lahti, finaliste pour la 3e fois, face au jury de la Commission européenne. C'est Martine Aubry elle-même qui avait fait le déplacement en Norvège. Le titre de capitale verte a été créé par la Commission. Il est ouvert depuis 2010 aux villes de plus de 100 000 habitants. Voilà, on continue avec la une de Vaucluse Matin. C'est une première fête de la musique, c'est ça, ça y est. Voilà, un baptême du feu ce soir pour la fête de la musique. Beaucoup de jeunes groupes se produisent ce soir pour la première fois. C'est le cas du groupe Blow Popples qui est à Villeneuve-les-Avignon. La fête de la musique a été créée en 1982 par le ministère de la Culture. Une fête qui aujourd'hui s'exporte. En moins de 15 ans, une centaine de pays ont repris l'exemple français de cette grande fête pour tous. Voilà, vous allez danser et chanter ce soir ? Nous verrons, nous verrons. Bon week-end, ça va y aller. Bon week-end à tous, très bonne journée à tous et à lundi. Nous, on continue dans un instant. Eh bien, c'est la météo des territoires avec de fortes chaleurs qui s'annoncent sur le pays, vous allez le voir. Puis le Zap Matin de Christophe Combarieux avec ce qui s'est passé également chez nos confrères dans les autres matinales d'infos ce matin. Et on se retrouve après. À tout de suite. La météo vous est présentée par l'Assemblée des départements de France. C'était la météo avec l'Assemblée des départements de France. Je suis député à Saint-Ouen. La vie dans certaines cités de Saint-Ouen est insupportable à cause du trafic de cannabis. On a même en Seine-Saint-Denis des mamans et des parents qui font aujourd'hui des chaînes humaines autour d'écoles primaires, parce que les dealers investissent les écoles primaires. Aujourd'hui, ce que l'on sait, c'est que la consommation n'a jamais été aussi forte, chez des classes d'âge extrêmement faibles. Si demain c'est légal, on peut avoir des vraies politiques de prévention, on peut avoir un discours, oui, ce n'est pas un produit anodin, c'est très clair, mais encadrons sa production, encadrons sa distribution, vérifions sa toxicité. Les agriculteurs seront des agriculteurs agréés qui pourront faire pousser en France le cannabis, la transformation en France, la distribution par les buralistes, tout ceci contrôlé par un monopole d'État qui s'appellerait l'ACK. Il y a un lobby agricole, il y en a sur le jeune, les pesticides, et maintenant sur le cannabis. C'est n'importe quoi, ça c'est des arguments complètement débiles. Ça pourrait être un débouché économique qui a une certaine grande parlementaire, c'est de quoi il parle quand on n'a pas d'argument, on excuse l'autre d'être soumis au lobby. Pourquoi ça serait une bonne idée ? Je mène une lutte acharnée contre le tabac et je suis en train de la gagner. Il y a eu 1,6 million de fumeurs de tabac en moins en 2 ans. Et donc, ça n'est pas pour tout d'un coup légaliser le cannabis qui a exactement le même effet que le tabac sur le poumon, par exemple. Bruxelles, à présent, un conseil européen spécial est organisé jusqu'à demain et l'enjeu est de taille, puisqu'il s'agit de choisir le successeur de Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne. D'abord, on parle des conclusions et des remarques que chacun veut faire ou des idées à pousser et de savoir comment on bâtit, si ce n'est l'unanimité, tout au moins le consensus. Il trouve des solutions. Il fait des erreurs aussi. Tout le monde en fait. C'est profondément humain et heureusement qu'on fait des erreurs. Il n'est qu'un homme. On n'a pas des réponses immédiates à tout. Et je pense que le temps lui rendra hommage. La semaine dernière, le président de la République, M. Macron, a fait un discours que lui-même qualifié de crypto-marxiste. Crypto-marxiste. Oui. Il dénonçait en tout cas l'ultralibéralisme. L'ultralibéralisme, il fallait revenir à des questions sociales qui étaient essentielles.
Et puis on voit qu'il a un discours devant des instances internationales, et puis on voit la réalité de sa politique en France. On a des choses à se dire, parfois pas aimables. On est un couple assez musclé, on se dit les choses. Quand vous n'êtes pas contente, vous lui dites fermement et il vous arrive de l'engueuler. Oui, mais ça se passe les portes fermées. Lui aussi, il me recadre, mais ça se passe toujours portes fermées. Mais en règle générale, nous restons sur nos positions. Voilà, merci de votre fidélité. On se retrouve lundi avec un invité politique qui est un ministre, celui des relations avec le Parlement. C'est Marc Fesneau qui sera sur ce plateau. D'ici là, je vous retrouve demain matin pour le journal des territoires, matinal, et dimanche matin pour un best-of de Territoire d'Info, les meilleurs moments des interviews politiques de la semaine. Bon week-end et à lundi, au revoir.